Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la deuxième partie de la critique analyse. Et là ici, on va s'attarder surtout sur les smiles. Alors ça va pas être une grosse théorie, ça va plutôt être une sorte de vidéo réflexion sur l'utilisation que Eiichiro Oda va nous faire, enfin nous a fait des smiles et nous fera peut-être dans le futur. Alors déjà, cette vidéo se fait par rapport au chapitre 915, donc ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas lu surtout le chapitre 915, eh bien ne continuez pas à regarder cette vidéo. Et de toute façon, je vais faire le traditionnel décompte avec les bandeaux spoil. 3, 2, 1... bandeau spoil. Donc maintenant, si vous restez, c'est tant pis pour vous. On va parler surtout de Holden, qui a été un méga troll, comme je l'ai dit, de la part d'Eiichiro Oda, envers nous-mêmes, mais envers aussi d'autres éléments. On s'était tous imaginé déjà que c'était peut-être un Zoan. Pourquoi? Parce qu'on voyait qu'il avait une bouche dans le chapitre 914, et pour l'instant, tous les gifters, c'est-à-dire tous les possesseurs de Smile, rappelle, ce sont des fruits artificiels, fruits Zoan artificiels, fruits du type Zoan artificiel, là c'est plus français, qui ont été créés par César, et donc à travers ça, Eiichiro Oda nous montre l'incompétence du personnage, chose qui est totalement différente du fruit artificiel du dragon qui a été créé par Vegapunk, qui lui a toutes les capacités du fruit du démon. Je sais que vous le saviez, mais pour 2-3 qui avaient encore un petit doute, c'était juste un petit rappel. Quand on avait vu dans le chapitre 914 une tête de lion, on avait tous dit Holden est un véritable Zoan. Tous les possesseurs de Smile, les gifters, quand ils se transforment, ils n'ont pas la capacité animale qui est représentée au niveau de l'entièreté de leur visage. Donc on pensait obligatoirement que c'était un Zoan, et il était montré de profil, et à partir de là on pensait que ça allait être un personnage hyper badass. Pourquoi? Parce qu'on savait que Luffy et Zoro allaient devoir le combattre, qu'il y allait aussi avoir Basio King qui était là, donc on voyait tout de suite des duels se dessiner. Eiichiro Oda nous a pris au contre-pied et nous montre un chef, parce que c'est ça qui est le pire. Ce mec est le chef des gifters de Bakura. Et il nous montre ce mec comme étant une merde. Même s'il a l'air intelligent, on le montre avec un lion juste là. À partir de là, on se dit mais pourquoi tu fais ça? C'est ça la question. Pourquoi Oda fait ça? On sait qu'il le fait parce qu'il a l'habitude de mettre en place des éléments humoristiques. Les personnages débiles qui ressemblent à rien au niveau de One Piece, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir. Il prend des clichés et il nous donne l'inverse. Au niveau de Water 7, vous voyez, je ne me rappelle plus son nom, mais la grand-mère qui est une sirène. On s'imagine tous une sirène, une femme super belle. Et là, il nous montre un personnage absolument affreux. On a un personnage qui est hyper puissant, qui est Bon Clay. Bon Clay est totalement débile. Il est habillé comme une ballerine, il a des signes dans le dos, et il combat super bien, mais il est complètement débile. C'est totalement l'inverse de ce qu'il y aura comme traitement au niveau de Impelden. On a Ivankov qui est avec un personnage hyper gros que au premier abord on se dit mais ce personnage il sert à rien, et c'est l'un des lieutenants de Dragon. C'est fou. Il y a plein d'autres exemples qui viennent comme ça. Le fait qu'on ait Mondor qui ressemble absolument Tamago. La première fois qu'on voit l'équipage de Big Mom, c'est Tamago, le baron Tamago, et Pecoms qui est un lion. Où vous voyez la badassitude d'un lion dans Pecoms. Tamago, le mec, il a des longues jambes, il a une forme d'œuf au niveau du torse, et il a une tasse au niveau de la tête. C'est ça qui est important. Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Eiichiro Oda, depuis le départ, nous dit « Ne vous fiez pas aux apparences ». Alors là, pour l'instant, tel que je le vois, c'est une critique. Il s'amuse avec ses personnages, et comme je l'ai expliqué, il nous fait une critique à travers Gazelman, à travers Batman, des comics. On peut imaginer qu'il y aura un Spider-Man qui sera après, qui a le Zoan de l'araignée.
chose que d'ailleurs un des vice-amiraux possède vraiment en Zoan. Et lui, on peut imaginer que ses bras ils soient n'importe comment, on peut imaginer qu'il lance des toiles, mais que les toiles ressemblent absolument à rien, qui partent dans tous les sens. On peut imaginer qu'il est même pas le sixième sens comme a Spider-Man, c'est-à-dire de voir le danger, qui soit complètement débile, qui se fasse toujours surprendre par des trucs. Encore une fois, on peut voir une critique, et on peut aussi avoir un Zoan du rhinocéros qui sera en contre-pied de l'un des méchants justement de Spider-Man. On voit des trucs qui sont totalement en inverse. Et ce qui est vraiment important, et Eiichiro Oda ici nous le glisse, c'est-à-dire qu'on voit qu'il peut y avoir, contrairement par exemple au Zoan, où on sait que un Zoan ne peut exister qu'en un seul exemplaire, il ne peut pas y en avoir deux, à part bien sûr celui du dragon, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de dragons, et que aussi Vegapunk a créé un vrai fruit artificiel qui a toutes les capacités d'un fruit Zoan. Alors que César, lui, qui est un échec, et l'échec du personnage est justement transposé dans l'échec des Zoan, enfin l'échec des Smiles, on voit que dans le chapitre 808 qu'il y a un gifter qui a aussi des oreilles de souris, et on voit que dans ce chapitre 915 il y a aussi quelqu'un qui est en train de parler avec le sumo et qui a aussi des oreilles de souris, mais on voit qu'elles sont totalement différentes. Enfin, qu'il est totalement différent au niveau de son visage. C'est-à-dire qu'il n'a pas la petite moustache, il n'a pas les cornes, enfin, c'est totalement différent. Donc on peut imaginer que César a fait plusieurs fois le même fruit artificiel Smile. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Gazelman est la preuve, tout comme pour un fruit du démon, la puissance du fruit du démon ne vient pas du fruit en lui-même, mais vient à très grande partie de l'imagination de son utilisateur. On le voit par exemple avec le fruit de Ace. Ace avait une utilisation à distance de son fruit, alors que Sabo, lui, a une utilisation au corps à corps. Et on peut imaginer qu'il y aura une autre utilisation du fruit du démon qui va utiliser plus tard. Et ici, on voit que les gifters qui sont sous les ordres, pour l'instant, de Holden, sont des mecs complètement débiles. Mais on peut imaginer qu'il y ait d'autres gifters qui, eux, sont intelligents et vont avoir une autre utilisation de leur smile et peut-être même une autre apparence de celui-ci. Et on peut imaginer que dans plusieurs chapitres, eh bien, on a un mec qui arrive avec le smile du lion et qui puisse l'utiliser de façon hyper puissante. Il est son bras qui se transforme en gueule de lion, qui puisse faire un hurlement, qui puisse utiliser le son. Enfin, on peut partir dans des trucs complètement fous. On peut imaginer carrément un qui est le smile de la menthe religieuse, et que à travers ses bras, il puisse très très bien utiliser, qu'il puisse faire des attaques, et qu'il puisse même utiliser le haki, le mettre sur ses mandibules. Non, mandibules c'est ici, sur ses pinces, et qu'il puisse vraiment attaquer, et pourquoi pas qu'il ait aussi des mandibules, et qu'il puisse être hyper puissant, et qu'il puisse combattre Zoro. Ce n'est pas parce que Eiichiro Oda ici nous montre des merdes que ça va être obligatoirement tous des merdes. C'est là-dessus que je voudrais appuyer. Là ici, c'est une technique narrative pour nous faire détester l'équipage, de nous montrer que c'est des mecs complètement débiles, et plus tard, quand on nous dira oui, il y a tel gifter qui va arriver, tout ça, on va se dire ah putain, ça va être de la merde, et bim, oula putain, je me suis fait mal, et bim, Eiichiro Oda va nous l'envoyer. Et c'est ça, parce que je le lis partout, tout le monde est en train de dire oui, mais l'équipage, la grande faiblesse de Kaido va être son équipage. Non, c'est ce que veut nous faire croire. Alors oui, comme je l'ai dit, il y a encore les supernovas, oui, il y a les calamités, et ce qui est important, c'est que les gifters qui sont débiles, qui nous sont présentés, ont aussi pour but d'être des faire-valoir pour les prochains éléments qui vont arriver. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que l'arc Wano Kuni va être l'arc
Marineford. Alors ce n'est pas un parallèle entre les deux, hein. Le parallélisme au niveau de One Piece, moi j'y crois pas du tout. Je ne suis pas un fervent défenseur de cette vision de l'œuvre, mais il va y avoir cette chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir une bataille à grande échelle et ça ne sera pas comme ça a été le cas au niveau de Alabasta, comme ça a été le cas au niveau de Dressrosa, comme ça a été le cas au niveau de l'île des hommes poissons, où on a à 95% les Mugiwara qui vont faire le travail pour destituer le tyran qui est en place et sauver le peuple. Ici, c'est le peuple qui va se sauver lui-même. On a une guerre civile qui est en action. Il faut que le peuple combatte les représentants de ceux qui ont usurpé le pouvoir du clan Kusuki. Ceux qui sont encore fervents au clan Kusuki, c'est-à-dire tous les samouraïs, tous les ninjas, tous les sumo, pour ceux qui ont regardé ma vidéo juste avant, les villageois qui veulent combattre, ils vont devoir se rebeller. Et donc, les gifters, ça va être ça. C'est-à-dire que Ichiro Oda, ici, à travers le traitement qu'il nous donne des gifters, est en train de nous montrer une mauvaise image de l'humain, qui a une puissance par rapport à quelque chose de factice, quelque chose de nul, qui sont justement les smiles, contre un pouvoir d'un peuple qui se bat avec son cœur. Encore une fois, on est dans une pure symbolique, on est dans une pure confrontation d'images. Et il faut aussi qu'il y ait des gifters puissants qui vont permettre de combattre des personnes qui sont des ninjas puissants, qui sont des samouraïs puissants, qui vont pouvoir se rebeller, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi quelque chose qui avait été dit. Il y avait bien des samouraïs, il y avait 5 samouraïs au niveau du village d'Okobore qui ont été détruits par Basil Hawkins. Donc ça veut dire qu'il y a bien des samouraïs encore qui combattent encore pour le clan Kusuki. Et ils vont revenir, il va y en avoir d'autres. Et il faut qu'en face, il n'y ait pas que des merdes. Il faut qu'il y ait des personnes puissantes qui servent justement de faire valoir, qui permet aux personnes qui vont les combattre et qu'on se dise « Oh, regardez, eux, eh bien ils étaient puissants parce qu'ils ont réussi à battre ces personnes. » Donc voilà, c'est ça le traitement. Tout est d'un point de vue symbolique. Et encore une fois, Ichiro Oda a l'habitude de s'amuser avec nous et là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Voilà ma vision que j'avais un petit peu des gifters. Dites-moi si vous rejoignez aussi cette même vision. Peut-être qu'en vérité les gifters c'est tous des merdes et voilà, et je me suis encore planté cette fois. De toute façon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Petite parenthèse, vous êtes hyper nombreux à me demander le retour des réponses aux commentaires. Je ne le ferai pas encore cette semaine parce que j'ai encore énormément de travail à côté. Vous verrez bientôt pourquoi je suis autant pris. Encore une fois, laissez quand même les commentaires, je les lis tous, ils me font hyper plaisir. Et même, vous les lisez entre eux, et ça c'est vraiment génial. On continue à lire One Piece, et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.